Bonjour à tous. Monsieur le Président, merci de m'avoir convié. Jean-Michel, merci. Merci parce que je suis une certaine fierté d'être présent parmi vous, surtout qu'il est, j'imagine, 14 heures. On est après le repas et c'est normalement la période de la journée où c'est un peu plus calme. Donc j'ai la lourde responsabilité d'animer ou de redémarrer l'après-midi. Beaucoup d'humilité aussi et beaucoup d'admiration pour tout ce que vous faites dans le métier du social. Beaucoup d'admiration parce que, et c'est pas du politiquement correct, beaucoup d'admiration parce que je pense que je ne suis pas capable de faire ce que vous faites. Et c'est d'autant plus pour ça que j'admire votre implication et la façon de ce que vous donnez aux autres. Alors j'essaye moi aussi de le faire à mon niveau, mais de façon sûrement bien différente. Nouveau venu dans la famille du social, sûrement, j'ai rencontré Jacques il y a quelque temps, lors d'une conférence où j'expliquais le rôle social de l'entreprise. Et Jacques me dit, c'est pas mal ce que tu fais, il faudrait que tu viennes à Meaux nous présenter effectivement la partie sociale du côté business. Donc il semblerait que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et peut-être que je fais un peu de social en le sachant un petit peu, mais peut-être en minimisant l'impact que ça peut avoir. Donc effectivement, il fallait parler du travail social à l'épreuve des frontières. Waouh! Travail social, ça veut dire qu'il y a d'autres travaux, d'autres systèmes de travail, sûrement, ou peut-être pas, si on considère que la partie sociale, en tout cas à mes yeux, c'est d'avoir une relation avec les autres. Et je ne pense pas que l'être humain, de manière intrinsèque, soit fait pour vivre seul. Et que cette partie sociale, c'est la relation avec les autres, c'est la communion ou la communication qu'on va avoir avec autrui. Et si effectivement, ce que j'ai entendu depuis hier soir, parce que j'ai découvert aussi beaucoup de choses depuis hier soir, que c'est peut-être le travail, la clé du social. Donc, le travail social, j'aurais tendance à le retourner en disant qu'effectivement, cette partie sociale qu'on doit améliorer passe par le travail, à l'épreuve des frontières. Les frontières, à mes yeux, là encore, mais ce sont des visions personnelles, pour moi, c'est artificiel et ça a été construit par la vision humaine, frontières physiques ou frontières psychologiques. C'est peut-être les mots d'aujourd'hui, puisque tout est frontière, et quand je dis frontière, je peux l'associer à barrière, je peux l'associer à clivage, et effectivement tout est clivage. On veut tout opposer, les femmes, les hommes, les tailles, les couleurs d'yeux, de cheveux, de profession, d'origine sociale, tout est clivage. Je viens du monde agricole, donc effectivement les clivages du bio, du chimique. Et c'est peut-être là notre souci, c'est qu'on se borde à faire des frontières partout à titre personnel, à titre humain. Alors sûrement pour se protéger, sûrement pour se rassurer. Et si c'était là le problème ? Surtout que depuis ce matin, j'entends qu'une chose, c'est que tous les intervenants qui sont passés nous disent qu'ils ont dépassé les frontières. J'entends ça que ce matin. Tous les intervenants sont passés en disant qu'ils étaient, par leur passé, par leurs origines, cantonnés à une vie qui devait être forgée dès le départ, et ils ont dit forcément non, et ils ont contourné ces frontières ou ces barrières. Donc c'est peut-être l'essence de l'être humain, que d'outrepasser, je dirais, ce passé ou ce lourd passé qui nous cantonnerait à être ce que nous devons être, parce qu'on vient d'un milieu plus défavorisé ou parce qu'on a la chance d'avoir fait des études, ou pas d'ailleurs, et que ça forgerait la qualité de l'homme. Frontière, je l'associe également à une espèce de concurrence, également de mal-être.
Donc effectivement, que, à mes yeux, une connotation négative sur ce mot frontière. Et quand la première fois, je crois, Jean-Michel ou Jacques m'ont dit « il faut que tu viennes faire quelques mots sur l'expérience de l'entreprise, sur le travail social à l'épreuve des frontières », je crois qu'en l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, je dis « pourquoi frontières ? Il n'y a pas de frontières. Pourquoi y aurait-il des frontières entre le travail social que vous faites et l'entreprise ? Pourquoi il y aurait des frontières entre le travail que vous effectuez tous les jours et puis le rôle d'une entreprise et pire encore du chef d'entreprise ?» Il y a quelques mois, je fais ma pause du midi. Je ne suis pas toujours au golf, hein. Des fois, entre le spa et le tennis, c'est un petit peu compliqué. Mais ce jour-là, j'avais un petit peu de travail et je vais chercher mon sandwich. Et je rentre dans une boulangerie et je dis bonjour. Et la dame qui m'accueille me dit oh, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Un petit peu étonné. Et bien évidemment, je ne réponds pas à la question et j'ai lu de la question. J'achète mon sandwich et je remonte dans ma petite Dauphine. Et je dis, je fais quoi dans la vie ? Je fais quoi dans la vie ? Et la première chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est j'essaye de donner un sens à mes collaborateurs. Alors ce que je vous dis là, ce n'est pas un film. Je suis très sincère en le disant et je le pense. J'essaye de donner un sens à mes collaborateurs et aux gens qui m'entourent. Parce qu'effectivement, et je vais vous raconter après, et j'y reviendrai, la difficulté de gérer des individus et des organisations dans une entreprise, dans un cadre légal, c'est pas toujours simple, et j'y passe un petit peu de temps. En tout cas, j'ai déjeuné tout à l'heure en face d'un chef d'orchestre, le titre est formidable, chef d'entreprise. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on est tous, ou pas, en tout cas pour beaucoup, chefs de quelque chose. On est chef de famille. Alors on est effectivement, je ne sais pas où est Philippe, mais pas tous chefs d'orchestre. Imaginez, tu fais quoi dans la vie ? Je suis chef d'orchestre. Mais on peut aussi être chef de famille et on peut être chef cuisinier ou chef de quelque chose avec les responsabilités qui vont avec. Et chef d'entreprise, on a aussi des responsabilités. Coopert. Donc, je suis le directeur général de Coopert, en quelques mots, parce que le but n'est pas de faire la promotion de Coopert, mais c'est plus facile de faire la promotion de Coopert que d'autres entreprises, j'y reviendrai. Coopert, nous sommes le leader mondial des biosolutions en agriculture. Donc effectivement, c'est plus facile, hein, le dimanche au barbecue, quand on boit une bière avec les voisins, tu fais quoi dans la vie ? Je fais des biosolutions, je suis une alternative aux néonicotinoïdes et au glyphosate. Forcément, ça a plus d'impact et on se fait plus facilement des copains. Donc effectivement, nous sommes le leader mondial des biosolutions en agriculture. Ça veut dire quoi ? On vend des petites bébêtes, hein, le principe de la coccinelle qui parasite le puceron. On fait ça depuis 50 ans, on élève des insectes que l'on vient fournir aux agriculteurs pour lutter contre les parasites. Biosolutions, c'est également des engrais naturels, c'est des substances naturelles qui vont donner aux plantes tous les outils pour pousser et pour se protéger et pour fournir une alimentation saine à 9 milliards de personnes dans une vingtaine d'années sur la planète. Donc ça, c'est Coopert. Je vous parlerai peut-être un peu plus de moi tout à l'heure, si ça peut, je sais pas, j'aime pas bien parler de moi, mais effectivement, ça peut avoir une importance dans la façon d'appréhender les choses, puisque je pense que, ou en tout cas, j'ai compris que tous les intervenants de ce matin étaient marqués ou avaient été marqués par le passé de la vie. On l'est tous un petit peu, et il n'y a forcément pas de hasard. En tout cas, avec tout le poids du passé que je peux avoir aussi, mais il y a sûrement bien pire. J'ai fait des études d'agronomie, donc je suis ingénieur agro, j'ai fait une école de commerce, et me voilà parti relativement tôt, avec effectivement quelques expériences à l'étranger, dans des sociétés multinationales,
pour qui j'ai travaillé pendant, alors j'ai toujours fait de l'agrofourniture, mais pendant une vingtaine d'années, avec des gros groupes tels que Monsanto ou tels que Pioneer. Donc on est dans la semence, on est dans les OGM, on est dans le pesticide. Outre les produits, puisque ce n'est pas le sujet du moment, j'ai aussi connu, pendant ces 20 dernières années, dans ces gros groupes multinationaux, énormément de gâchis humains. Il n'y a pas de management humain, il n'y a pas de considération, et on achète les collaborateurs pour ça. C'est les règles du jeu. Je ne dis pas que les collaborateurs sont plus malheureux, en tout cas c'est une philosophie. Et quand on rentre dans ces grands groupes, l'organisation est faite telle qu'on peut interchanger les hommes, puisque on a des cases qui sont tellement réduites qu'on ne demande pas de la compétence humaine, on demande de la connaissance et de l'expérience sur le métier sur lequel on est payé. Et effectivement interchangeable, puisqu'il suffit de payer pour se séparer des gens. Alors effectivement, ce sont des licenciements qui sont rémunérateurs, ça fait même partie des plans de carrière pour certains. En tout cas, à mes yeux, beaucoup de gâchis humains, parce que dans ma vie, j'ai vu partir des collègues sous d'autres cieux, d'autres entreprises, et réussir à côté. Ça veut dire que tout ça me fait dire qu'on n'a pas su tirer profit du bon de chacun, de l'expérience ou de la connaissance, et on n'a pas su, alors j'aime pas ce mot utilisé, mais en tout cas en tirer profit. Ça coûte une fortune, et c'est du gâchis humain. Quel que soit l'argent, c'est souvent des familles brisées, des déménagements, et tout le monde n'a pas la capacité psychologique à supporter des ruptures professionnelles. J'ai, dans ma vie professionnelle, croisé des managers incompétents. J'ai croisé dans ma vie professionnelle des managers qui n'avaient aucune considération humaine. J'ai croisé de la méchanceté, j'ai croisé, de la part de managers, on est bien d'accord, j'ai croisé des gens qui étaient néfastes, y compris avec moi, mais moi j'en ai la capacité de le supporter, donc c'était moins grave. Et je me suis dit, comment je peux changer ça ? Comment je peux influer sur ces organisations qui sont plus fortes que tout le monde ? Parce qu'en plus de ça, ils ont l'argent, ils payent les collaborateurs pour supporter ça, pour l'accepter. Comment je peux, moi, changer ça ? Surtout que les cabinets de recrutement et puis les consultants qui sont rémunérés pour ça vous disent que, Monsieur Favreau, vous maîtrisez votre carrière, vous maîtrisez votre avenir, et votre avenir, vous l'avez entre les mains et c'est vous qui le choisissez. Bien évidemment. On a une famille, une maison, un emprunt, et quel que soit son niveau professionnel ou rémunération, bien évidemment, on maîtrise sa vie, bien sûr. Alors, comment je peux faire pour changer ça ? J'avais pendant 20 ans des positions de direction commerciale, France ou étranger ou Europe, mais j'avais effectivement une direction générale au-dessus de moi ou des actionnaires. Donc je me suis dit, effectivement, si je veux influer sur les organisations, il faut que je sois en haut de l'organisation. J'ai fait un MBA HEC en 2007 dans l'unique but d'obtenir un poste de management et de mettre en place une organisation managériale qui soit celle que je pense. J'ai obtenu mon diplôme, et puis dans la foulée, j'ai trouvé un poste de direction générale dans les biosolutions, parce qu'en parallèle, j'avais aussi fait, mon cheminement par rapport, aux produits, aux sociétés et à la rémunération. Donc j'étais parti, sûrement avec une certaine maturité, dans une autre façon de voir et ma vie et celle des autres. Je suis arrivé à la direction de Coopert il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Le but étant de mettre en place cette organisation et que l'entreprise devienne un terrain de jeu pour les collaborateurs. Coopert, c'est 1600 collaborateurs au niveau mondial, c'est 30 filiales et c'est quelques millions d'euros.
J'ai aujourd'hui la responsabilité Europe et je suis le directeur général de Copert France, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité légale et administrative de la filiale. Pour ça, il fallait un peu de pépette quand même, parce que ça a un coût de donner aux collaborateurs, je dirais, le champ de pouvoir s'exprimer. On a doublé le chiffre d'affaires en 4 ans, et c'était prévu et c'était construit comme ça, pour permettre effectivement, je dirais, des outils à mes ambitions. J'ai commencé par donner à mes collaborateurs le package matériel pour pouvoir effectivement aller là où je voulais aller. Globalement, les salaires ont augmenté de 30%. J'ai mis en place un CET, compte de congé, un compte de congé, un CET, un compte emploi-temps, quelque chose comme ça. Pardon ? Un compte épargne-temps, merci. On a mis en place un CET, on a mis en place un intéressement. Pour aller au bout du bout, cet intéressement, il est, pour la petite anecdote, réparti à part égale en fonction des collaborateurs. C'est-à-dire que le directeur général a la même partie égale que le simple collaborateur. On a mis en place des incentives, des bonus, des primes. Donc ça, c'est la partie matérielle. J'avais pas de prévoyance non cadre, on a mis une prévoyance non cadre qui n'était pas obligatoire puisqu'on n'a pas de convention collective dans notre entreprise. Et j'en passe sûrement. On a changé la mutuelle parce que je voulais que les non-cadres aient la même mutuelle que les cadres, parce que pour moi, il n'y avait pas de distinction à faire et on devait être sur tout ce package financier à égalité. Je suis allé plus loin, puisque l'idée, c'était de donner du bien-être aux collaborateurs, en tout cas du plaisir. Donc on a mis en place des massages, on a mis en place des corbeilles de fruits frais, on a mis en place des salles de repos, des salles de télévision. C'est pas une blague, hein, c'est très sérieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est évident, quand on donne tout ça à ses collaborateurs, les résultats s'en suivent. Et effectivement, c'est dans l'air du temps. Il faut donner beaucoup, et puis effectivement, il fallait penser au baby-foot pour que les résultats aillent encore mieux. C'est pas si linéaire que ça, et je peux vous dire que c'est pas linéaire du tout, et c'est pas corrélé. Je connais des tas d'organisations où les collaborateurs sont bien plus malheureux avec des résultats d'entreprise qui sont excellents. Et je ne suis pas sûr que de donner autant d'avantages aux collaborateurs permette d'améliorer ces résultats. J'en suis pas sûr. N'empêche que c'est ma conviction et c'est ma philosophie. Et pour moi, c'est pas corrélé du tout. C'est-à-dire que pour moi, l'entreprise, le but n'est pas uniquement économique. Pour moi, l'économique et le résultat est un outil pour pouvoir mettre en place ce genre de philosophie. Mais il faut un peu de pépette quand même. Il faut un peu de pépette quand même parce que ça a un coût. Et je n'ai pas amélioré l'absentéisme. Je ne suis pas sûr d'avoir amélioré la performance. Mais l'entreprise vit bien et j'ai au moins la satisfaction le matin d'avoir mis ça en place et avec un petit peu de fierté. J'ai toujours des collaborateurs qui râlent. Et j'ai toujours des mauvais coucheurs, ça existe et ça ne change pas, mais effectivement ça fait partie de l'humain. J'allais dire, plus on a les moyens et plus on vit dans le luxe, plus on est exigeant. Je vais faire le parallèle avec l'alimentaire, où il y a des endroits dans ce monde, y compris en France, des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Et ceux qui débordent de moyens de se nourrir se disent bon appétit avant de manger. Donc effectivement, il y a un certain décalage. Ce décalage, je le vis aussi chez Copert avec les collaborateurs qui ont tout, et je peux vous assurer que tout est mis à disposition pour que les gens se sentent bien. Ça n'empêche pas les gens de râler. Mais c'est comme ça, et ça me va bien. Au-delà des aspects matériels, parce que tout ça, ce sont des avantages que matériels.
Le bien-être des collaborateurs, il passe par voilà, le terrain de jeu. Je dis ça, je pense, tous les jours. Le travail, on s'en fout, on est là pour s'amuser. Et prenez Copert comme un terrain de jeu. Venez là et amusez-vous. Donc effectivement, je vous passe tous les détails, mais chez nous, il n'y a pas de pointeuse. Hein. Les gens font leurs horaires, arrivent quand ils veulent le matin, j'exagère. Mais comme on ne contrôle pas les horaires, c'est compliqué de savoir qu'effectivement, ils ont bien fait leurs horaires. Ça fait partie aussi des complications et du cadre légal, hein, puisque j'ai quand même la responsabilité légale de surveiller les horaires de mes collaborateurs. Mais si je ne le contrôle pas ou que le système de contrôle il n'est pas idéal, c'est un peu compliqué. Bien évidemment, j'ai des open space, bien évidemment, j'ai du home office. Et c'est là où on commence à rencontrer toutes les difficultés d'une organisation où vous donnez une certaine liberté aux collaborateurs, puisque moi je considère qu'aujourd'hui, toute la difficulté, c'est dans une organisation qui se veut organisée, et les mots sont choisis, nous gérons malgré tout des individus et des individualités dans quelque chose qui doit être organisé, avec des règles, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Une entreprise de notre taille doit être dans les règles d'un point de vue légal et d'un point de vue du droit du travail. Donc ça va très loin, ça veut dire qu'on est dans l'obligation, quand on est dans cette philosophie de gestion des collaborateurs, d'écouter tout le monde. Donc ça veut dire que, je ne veux pas dire que c'est à la carte, parce que c'est compliqué, on ne peut pas mettre en place une organisation à la carte, mais j'ai effectivement certaines familles de collaborateurs qui font du home office. Alors, pas que du home office, parce que j'ai aussi des places au bureau. J'ai de l'open space, j'ai des gens qui sont au forfait jour, j'ai des collaborateurs qui sont au temps partagé. C'est tout ça. Et quand je disais tout à l'heure, dans ma boulangerie, bonjour, et oui, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis peut-être un peu chef d'orchestre, ou en tout cas, probablement, dans ma journée, je passe sûrement plus de la moitié de mon temps à gérer mes collègues et mon organisation pour qu'effectivement tout ça soit mis en musique. C'est mon rôle et c'est ma responsabilité, et je l'assume complètement et je la minimise aussi, puisque je reviens à l'admiration que j'ai pour votre travail. Je ne suis pas sûr que je sois capable de faire ça, mais si je ne suis pas capable de faire ce travail-là, ça ne m'empêche pas d'avoir un rôle social, et en fonction de cette responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres, chef de famille, ou un bon voisin, ou un bon copain, ou un chef d'orchestre, ou le patron d'une petite entreprise, ou un salarié d'une association sociale pour venir en aide aux autres, ou patron d'une entreprise, on n'a pas le même impact, mais on a cette même responsabilité individuelle que j'ai aussi. La différence, c'est que cet impact que j'ai, il est sur plusieurs centaines de collaborateurs et bien au-delà. Bien au-delà parce que je considère que la responsabilité sociale de l'entreprise, elle est bien évidemment interne. C'est-à-dire qu'on va donner à l'ensemble de ses collaborateurs le champ d'expression, on va leur donner une vision, on va leur donner des façons de s'exprimer. Effectivement, on va délimiter le terrain de jeu pour qu'effectivement on puisse travailler avec le sourire, mais une responsabilité sociale également externe, c'est-à-dire que l'entreprise a une résonance et un écho régional. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Est-ce qu'il y a un maître du temps? Parce que 5-10 minutes. Donc une responsabilité sociale externe. L'entreprise a quelque peu grossi ces dernières années. Il fallait que je change de siège social. Il faut que je change de siège social. Donc, j'ai mis dans la boucle, bien évidemment, puisque c'est la façon de travailler dans l'entreprise. On a des groupes de projets, des leaders, et on met à partie les collaborateurs pour qu'ils donnent leur avis et qu'ils nous guident et qui me guident dans mes décisions. Donc, il fallait qu'on change de siège social. Donc bien évidemment, alors on est installé à Cavaillon, à côté d'Avignon, dans le Vaucluse, avec le soleil, à côté de la montagne, à côté de la mer. Donc je change de siège social, j'en profite pour aller à Guéret, parce que les mètres carrés sont moins chers. J'en profite pour retourner dans la Nièvre, mon pays natal. J'en profite pour aller à côté de Dinard, parce que j'aime bien la Bretagne.
Bien évidemment, la réponse a été de rester à Cavaillon pour éviter de bouger trop de collaborateurs et d'avoir trop de mouvements sociaux. Et je commence à discuter avec les élus, avec les institutions, avec la région PACA et avec Christian Estrosi qui me dit nous, on voudrait que Coperte reste, c'est une entreprise multinationale qui a une résonance, le biocontrôle, les biosolutions, tout ça est vertueux. Et puis nous, on voudrait que la région PACA brille et on voudrait attirer des entreprises et du business. La communauté de communes de Cavaillon me dit comment redonner de la brillance au Luberon. Et puis bien évidemment, le maire de Cavaillon, 27 000 habitants, 18% de chômage, 25% de population étrangère, forcément une zone business, ça les intéresse. Et on a construit, j'en suis l'ambassadeur, une vraie résonance, je dirais, sociale, externe, et ça c'est aussi le rôle de l'entreprise. On a 43 hectares. Au départ, l'idée c'était, j'avais besoin de 2 hectares, je me suis dit, il faut qu'on aille plus loin. Et puis, la loi, il faut un parking par collaborateur. Un parking, c'est 15 mètres carrés, et ça coûte à peu près 1 000 € du mètre. Pour moi, c'était inconcevable. Inconcevable de dépenser 1 000 € du mètre carré pour 15 mètres carrés de parking, alors qu'on était dans une approche où donner du bien-être aux collaborateurs, d'éviter le goudron, puisque je voulais de la verdure, un parc avec un étang, et puis un cygne, et puis un âne. Comment on fait ? Donc l'idée a émergé de mutualiser cette zone de 43 hectares. Je suis allé chercher d'autres entreprises. Et puis, le projet a germé, ça s'appelle Naturalub. 43 hectares. Sur ces 43 hectares, il y a 37 hectares. On va mettre un bâtiment tertiaire qu'on va mutualiser, un bâtiment logistique qu'on va mutualiser également avec un aménageur sur lequel on va pouvoir même sous-traiter notre logistique à chacun. Et puis, il fallait qu'on aille plus loin puisque la zone, bien évidemment, est éco-positive. C'est la première zone éco-positive de France. Donc, on va générer de l'énergie. Pour ça, je suis allé chercher quelques copains. On a un projet aujourd'hui agronomique hyper innovant qui est de produire des salmonidés et avec une découpe et de fumage. On récupère les déchets des salmonidés et on va fertiliser la tomate, bien évidemment avec 0 engrais chimique. Bien évidemment, la tomate est 0 pesticides. À côté de ça, il nous fallait alimenter en énergie la serre de tomate. J'ai convenu avec le président de la communauté de communes de collecter des déchets verts, c'est plutôt vertueux. Et puis on va construire une usine de méthanisation pour pouvoir alimenter en énergie la serre de tomate et une partie de la zone. À côté de ça, une entreprise vient nous rejoindre à 10 000 tonnes de déchets bois. C'est une entreprise qui fait des cagettes. On va construire une usine de cogénération avec les déchets bois, d'une part qui ne vont pas voyager et en plus qui vont générer de l'énergie. Le Grand Avignon de Jean-Marc Roubaud nous dit qu'on a le musée du jardinage qui s'appelle Epicurium et qui est en train de disparaître. On a récupéré Epicurium pour en faire une communication grand public. L'idée, c'est également d'embaucher un jardinier pour donner des cours de jardinage aux collaborateurs de la zone, de fabriquer des paniers, bien évidemment, avec une agriculture vertueuse pour fournir aux collaborateurs. Aujourd'hui, messieurs, dames, cette zone va accueillir 5 000 collaborateurs et sur une ville de 27 000 habitants avec 18% de chômage, c'est plutôt sympa. Et tout ça pour dire, et pour peut-être rebondir avec l'intervenant de ce matin, effectivement, il n'y a rien d'utopique. Il faut effectivement enlever les clivages, enlever les frontières, et tout est possible quand on a un peu d'énergie, un peu de vocation et un vrai projet. Alors, c'est pas fini, puisque le projet sociétal de Coperte, c'est de fournir une alimentation sociétale. Donc, une alimentation sociétale, c'est, là encore, en enlevant les clivages. Vous avez compris, Coperte, ce sont des biosolutions, mais c'est pas bio, c'est biosolutions. Donc, on est au-delà du bio, on est au-delà du conventionnel, et pour réussir, j'ai voulu faire sauter les clivages. Aujourd'hui, on oppose le conventionnel au bio. Le bio, c'est bien, et si c'est pas bio, c'est mauvais. Et je trouve que c'était réducteur et peut-être même dangereux. Donc tout seul, dans mon coin, il y a 3 ans, je vais visiter mon copain, producteur de tomates, et il utilise quasiment plus de produits chimiques. Il a vraiment soin de ses collaborateurs, c'est clairement un modèle social et de production qui est vertueux et exemplaire. Et je dis à Laurent, en sortant d'exploitation, c'est super ce que tu fais, est-ce que tu arrives à vendre plus cher ? Et il me dit non, j'arrive pas à vendre plus cher, j'arrive à vendre.
Et là, je me suis dit, il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on change les choses parce que c'est pas normal. Et ce producteur qui travaille bien et qui fait avancer l'agriculture et finalement l'alimentation, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il y ait de la valeur qui soit retournée au producteur et à l'ensemble de la filière. On a monté Agrivitae, tous les deux. On a été chercher un label au niveau du ministère de l'Agriculture, ça s'appelle effectivement Agrivitae, HVE, haute valeur environnementale. Et là-dedans, on a construit un référentiel basé sur 5 piliers. Objectif 0 engrais chimiques. Deuxième pilier, 0 pesticides. La gestion de l'eau, donc on récupère de l'eau de pluie, on met des bacs de rétention pour effectivement alimenter en eau à une période où il n'y en a pas. Gestion de l'énergie, alors on fait effectivement des usines de cogénération ou de méthanisation, et puis une gestion sociale et sociétale. C'est-à-dire que dans notre projet, on a effectivement de l'économie circulaire, on a de l'urban farming, on a de la production locale, et on a une production vertueuse. Et puis on a été chercher le bio, on a été chercher d'autres labels existants en disant « venez avec nous », puisque nous, on n'est pas contre vous, on n'est pas contre le bio, on n'est pas contre... On a fait sauter les clivages. Aujourd'hui, Agrivitae est en train de naître. On a le support des politiques, on a le support des filières. Donc on va commencer, peut-être vous verrez demain, en tout cas j'espère avant la fin de l'année, des tomates logotées Agrivitae. Donc vous saurez qu'Agrivitae, c'est pas bio, mais c'est bien au-delà du bio. Et c'est vraiment un compromis social et sociétal d'avoir une agriculture propre et une alimentation la plus saine possible. J'en ai fini parce que je pense que j'ai peut-être débordé un petit peu, mais tout ça pour vous dire que l'entreprise, bien évidemment, a un rôle social. L'entreprise, bien évidemment, doit prendre ce rôle social. C'est le rôle de l'entreprise parce que l'entreprise, je pense, a encore beaucoup plus d'impact, parce qu'on rayonne beaucoup plus, parce qu'il y a quelques moyens financiers. Et si d'autres que Coopert, et j'en connais plein d'autres, pouvaient faire effectivement ça, vous appuyer et vous supporter, on aurait peut-être un modèle social un peu plus vertueux et on pourrait effectivement faire quelque chose. Puisque je pense que la partie sociale est une partie individuelle. Tous les chefs d'entreprise ou tous les individus font pas ça. C'est une volonté personnelle. Et cette volonté personnelle, je l'entends depuis ce matin ou depuis hier soir, c'est une vraie vocation. Parce qu'on n'a pas tous, et même si on est tous égaux, on n'a pas tous les mêmes facultés à apprendre, mêmes facultés de courage, les mêmes envies, le même poids de l'histoire et de notre éducation. Ça veut dire que les personnes qui ont ça et les personnes qui sont capables d'apporter aux autres, eh bien, il faut le faire. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça, et c'est bien facile de prendre la main de la personne qui vous l'attend, c'est un peu moins facile de prendre la main de la personne qui ne vous l'attend pas, mais c'est pourtant le rôle de chacun de nous. Et malgré que je sois chef d'entreprise, puisqu'on m'avait dit, et Jacques m'avait dit, fais gaffe, parce que dans la salle, il y aura plein de personnes qui sont dans le social, et donc l'entreprise, il y a forcément une barrière, il y a forcément des murs et des clivages, il n'y a pas lieu, je fais, je pense, avec la moindre mesure, avec le pouvoir que j'ai, une approche sociale que je respire et qui est la mienne. Merci de m'avoir invité, merci à tous.